débat du jour, Romain Ozoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre débat sur RFI. Un espoir sérieux, même si tout n'est pas encore accompli. C'était il y a une semaine. La première déclaration de François Hollande après la conclusion à Minsk d'un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine. Aux côtés de la chancelière allemande Angela Merkel, le président français avait réussi à faire s'entendre Russes et Ukrainiens. Le cessez-le-feu devait entrer en vigueur 2 jours et demi plus tard. Devait seulement, car depuis, les combats n'ont pas cessé et une ville stratégique est tombée aux mains des rebelles, la ville de Debaltseve. L'accord de Minsk est-il un échec? C'est la question que nous posons ce soir. Pour en débattre, nos 2 invités en studio. Anne de Tinguy, professeur à l'INELCO, chercheur aux séries, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine. Bonsoir. Bonsoir. Et Pierre Laurin, journaliste, écrivain, spécialiste également de la Russie. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de RFI. Alors ce matin, les artisans des accords de Minsk se sont entretenus par téléphone, donc Vladimir Poutine et Petro Poroshenko, Angela Merkel et François Hollande. Ils sont convenus de, je cite, mettre en œuvre avec rigueur l'intégralité de la série de mesures agréées le 12 février à Minsk. Anne de Tinguy, est-ce que vous y croyez ? Aujourd'hui, il est difficile de croire à des promesses puisque les promesses, elles ont été faites il y a 8 jours, vous l'avez rappelé, et qu'elles n'ont pas été tenues. Aujourd'hui, alors on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais le cessez-le-feu, nous le savons, vous l'avez rappelé, devait entrer en vigueur dimanche dernier, après la signature des accords le 12, et ce que nous voyons s'être passé depuis une semaine est tout à fait dramatique. Ce que je voudrais souligner, c'est que ce qui se passe en Ukraine en ce moment est vraiment une tragédie. On a une guerre qui maintenant dure depuis près d'1 an. Cette guerre a fait plus de 5000 morts, près de 6000 morts officiellement et probablement davantage, de très nombreux blessés, plusieurs centaines de milliers de déplacés et de réfugiés. La région des républiques autoproclamées est totalement ravagée par les combats. L'Ukraine est déstabilisée. Cela impacte aussi la Russie. Et donc, c'est une tragédie dont il faut trouver les moyens de sortir. Et apparemment, la solution qui a été trouvée la semaine dernière n'est toujours pas la bonne. Pierre Laurin, comment expliquer que les rebelles séparatistes aient poursuivi leur avancée à Debaltseve, ce nœud ferroviaire qui est situé entre Lugansk et Donetsk, jusqu'à obtenir le retrait des forces ukrainiennes? C'était l'un des éléments litigieux de l'accord. L'accord prévoyait un cessez-le-feu. Il prévoyait un cessez-le-feu, mais il y avait des points d'ombre, des points sur lesquels il était difficile de savoir comment les choses allaient se passer. L'enclave de Debaltseve a été le sujet d'âpres discussions entre Vladimir Poutine et Petro Poroshenko. Et je crois que le problème vient du fait que il y avait à peu près entre 6 000 et 8 000 soldats ukrainiens encerclés, ce que le commandement ukrainien ne reconnaissait pas. S'il l'avait reconnu, les choses se seraient passées d'une manière très simple. Les soldats auraient été évacués, mais ils auraient été évidemment obligés d'abandonner armes et matériel sur place. Mais quelle était la marge de manœuvre finalement des forces ukrainiennes? Il suffisait de reconnaître. Oui, se retirer tout simplement. Ça a été le cas sous la pression des forces russes. Sous la pression, oui, sous la pression des forces rebelles. Forces rebelles, bien sûr. Oui. Maintenant, l'affaire est réglée. C'est en train peut-être de se calmer, c'est peut-être un peu tôt encore pour le dire, mais visiblement l'intensité des combats partout ailleurs a diminué. Il y a une résolution des Nations Unies qui a été adoptée à l'unanimité, qui venait des Russes pour légitimer, inscrire dans le marbre, si l'on peut dire, les accords de Minsk. Maintenant, il faut effectivement que ceux qui ont le pouvoir d'intervenir directement, de faire pression, aussi bien sur les bataillons ukrainiens qui continuent à tirer. Vous pensez d'abord au président russe Vladimir Poutine ? Poroshenko et Poutine doivent effectivement hausser un peu le ton à l'égard de leurs troupes respectives.
Anne Tanguy. Alors, bon, si il y a eu une prise de cette ville qui est une ville stratégique parce que c'est un nœud ferroviaire de Debaltseve, eh bien, si ces troupes ont pu faire cette avancée, les troupes rebelles, c'est clairement parce que la Russie continue à les soutenir. Je veux dire, la clé du problème, je ne dis pas du tout que les Ukrainiens n'ont aucun rôle dans l'affaire, bien sûr, ils en ont, c'est clair. Mais en même temps, la clé du problème, clairement, elle se trouve à Moscou. Si Moscou suspend le soutien qu'il accorde depuis des mois aux forces séparatistes des républiques autoproclamées, eh bien, il y a fort à parier que ces séparatistes n'auront plus beaucoup de marge de manœuvre et que, en effet, les combats cesseront. Et pourtant, Vladimir Poutine continue de nier le lien entre la Russie et les séparatistes rebelles. Il nie le fait que finalement, par son action, il peut faire taire les armes du côté des séparatistes rebelles dans l'est de l'Ukraine. Pierre Laurin ? Je crois que les choses sont un tout petit peu plus compliquées que cela. Vous savez, à Debaltseve, il y a à peu près un mois, il n'y avait pratiquement pas de troupes ukrainiennes. Si il y avait ensuite une division entière, pratiquement 10 000 hommes ukrainiens sur place, c'est qu'ils ont été apportés. Mais c'est un territoire ukrainien ? Oui, mais ce n'était pas dans ce qui était prévu par le cessez-le-feu de septembre. Il y a eu, le 15 janvier, il y a eu une offensive des troupes ukrainiennes. Personne n'a rien dit. Eux, ils ont le droit de violer le cessez-le-feu, il n'y a aucun problème, ils peuvent attaquer. Simplement, l'armée ukrainienne, c'est une armée fantôme. C'est une armée qui n'existe pas. Elle n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'elle est divisée. Elle est divisée de la même manière que l'Ukraine est un pays divisé. Divisé entre deux cultures, entre deux religions, entre deux habitudes de pensée, entre l'Est et l'Ouest, entre l'ancienne partie polonaise et l'ancienne partie russe. Est-ce que finalement la grande question, c'est le statut des régions séparatistes ? Est-ce que c'est ça le nœud du problème qui amènera la paix ou la guerre ? Le nœud du problème est là, lorsque, au mois de mars de l'année dernière, les républiques autoproclamées, qui à l'époque n'étaient pas républiques et qui n'étaient pas autoproclamées, ont demandé de négocier avec le gouvernement de Kiev un statut qui leur garantirait que leurs droits traditionnels et leur culture et leur manière de vivre ne seraient pas menacés. Eh bien, le gouvernement de Kiev a répondu par une opération antiterroriste. Antiterroriste au prétexte que des gens avaient investi des bâtiments officiels à Donetsk et à Lugansk. Comme si des gens de l'autre bord n'avaient pas investi des bâtiments officiels à Kiev et ailleurs. C'est-à-dire deux poids, deux mesures. C'est l'opération antiterroriste engagée le 15 avril qui a créé le problème. Et le problème était tellement visible que le 17 avril à Genève, il y a eu des négociations entre les Russes, les Ukrainiens, les Européens, les Américains pour dire « bon, ça va, on arrête l'opération militaire et on négocie ». L'opération militaire n'a pas été arrêtée, elle continue toujours, et là, c'est un échec pour l'Ukraine. Anne Tanguy, est-ce que l'Ukraine est divisée en deux ? Alors, je ne peux pas du tout être d'accord avec Pierre Laurin sur deux points fondamentaux. La question de la division de l'Ukraine. L'Ukraine est un pays qui, si elle était divisée, est de toute façon de moins en moins divisée, parce que l'annexion de l'Ukraine par la Russie, qui a eu lieu en mars dernier, et l'intervention de la Russie dans le Donbass ont eu pour effet de rassembler la population ukrainienne. Nous avons vu dès le mois de mai, au moment des élections présidentielles qui ont lieu en Ukraine, une sorte d'union sacrée autour de M. Poroshenko, qui a été élu avec un score absolument extraordinaire dès le premier tour. Et ce qui est de remarquable, c'est qu'il a été élu, il était en première position dans toutes les régions du pays, sauf les partis qui étaient sous contrôle des séparatistes qui n'ont pas voté. Mais en dehors de ça, il est arrivé en première position dans
dans toutes les régions du pays. Donc, et les élections... Avec une participation de 50%, je m'excuse de vous La question interrompre. n'est pas de savoir si le président ukrainien, Petro Poroshenko, est aujourd'hui populaire, légitime. La question est de savoir comment parvenir à un cessez-le-feu actif en Ukraine. Alors, le deuxième point avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est que je ne peux pas laisser dire que c'est l'opération dite antiterroriste lancée par le président Poroshenko qui a créé le problème. Qui l'a lancé. C'était en avril. Il a été élu le 25 mai. D'accord. Je maintiens que le soutien de la Russie aux séparatistes a été absolument déterminant et que, y compris des ressortissants russes comme Monsieur Strelkov, qui ont joué un rôle majeur au début de ces opérations, ont reconnu que les Russes avaient joué un rôle qui avait été déterminant. Donc aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine qui a la main dans le dossier. C'est lui qui doit faire taire les armes du côté des rebelles. La clé du règlement est à Moscou. Je ne dis pas là qu'il est le seul à pouvoir faire quelque chose, mais la clé du règlement est à Moscou. C'est lui qui peut imposer Minsk, les accords de Minsk. C'est lui qui peut les imposer sur le terrain. Sans aucun doute. Oui, absolument. Je suis d'accord sur cela. Alors pourquoi ne le fait-il pas et que va-t-il se passer maintenant ? La clé du règlement est à Moscou, mais aussi à Kiev. D'abord à Moscou ? D'abord à Moscou, peut-être. Ce sont les forces rebelles qui ont avancé à Debaltseve. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce qu'elles vont continuer à tenter à gagner du terrain vers l'ouest ou peut-être vers Mariupol ? À mon avis, ils n'ont pas du tout intérêt à faire cela. Qu'il y ait des combats à Mariupol. Hier soir, je participais à un débat où l'un des intervenants a eu une comparaison qui m'a semblé frapper du coin du bon sens. Il disait, lorsqu'il y a un combat de chiens, même si les maîtres tirent sur les laisses, les chiens continuent à se battre pendant un petit moment. Et je crois que c'est ce qui est en train de passer. Mais pour revenir à Kiev, lorsque le gouvernement lorsque M. Poroshenko signe des accords, ou fait signer des accords par son représentant, l'ancien président Kouchma, le gouvernement ne le suit pas forcément. Le gouvernement de M. Yatsenyuk est très très hostile à ces accords de Minsk. Le Parlement, la Rada, a déclaré que il ne se sentait pas concerné par les accords. Mais vous voulez délégitimer finalement l'action de Petro Poroshenko en Ukraine. La question n'est pas là. Petro Poroshenko, à mon avis, c'est le seul en Ukraine qui a aujourd'hui un intérêt légitime à aller plus loin. Lui et ceux qui le soutiennent. Mais il y a un parti de la guerre qui est très puissant. Économiquement, l'Ukraine est affaiblie. Quel intérêt à faire la guerre en Ukraine ? L'intérêt, c'est que tout un ensemble de forces politiques ont vu, grâce à la guerre, des intérêts se concrétiser. Vous avez un important oligarque qui jette de l'huile sur le feu régulièrement, Kolomoïski, qui finance des bataillons qui de la garde nationale, qui sont composés d'éléments un peu douteux et dont le chef Dimitri Yarosh déclare que il ne reconnaît pas du tout les accords de Minsk, et ainsi de suite. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que la Russie est la seule à pouvoir faire quelque chose. Évidemment, Poutine a un rôle majeur, et à mon avis, étant donné les négociations qui ont eu lieu à Minsk, qui ont lieu par téléphone depuis les accords de Minsk, les rencontres des ministres des Affaires étrangères qui ont lieu dans le format de Normandie, tout ça va dans un sens. Et puis le fait qu'il y ait pour la première fois une résolution de l'ONU adoptée par tous les pays du Conseil de sécurité, je crois que c'est un élément déterminant. De Tanguy, quelle action justement du président Poroshenko pour faire imposer ces accords de Minsk ? Je vais vous répondre tout de suite. Je voudrais rappeler qu'entre le premier cessez-le-feu, qui a donc été signé le 5 septembre, et le second cessez-le-feu qui a été signé la semaine dernière, le 12 février, les opérations militaires qui ont été menées par les séparatistes, les ont conduits à
annexer à gagner une partie davantage de territoire en Ukraine. C'est-à-dire que ils ont gagné un territoire. Enfin, les chiffres qui circulent généralement, c'est 500 km². Alors, je veux bien qu'on c'est une violation du cessez-le-feu. C'est une violation du cessez-le-feu du 5 septembre, du 12 février, oui, mais déjà le cessez-le-feu du 5 septembre, il n'a jamais été respecté, par les séparatistes, avec le soutien de la Russie. Je ne peux pas. Je pense que, attendez, laissez-moi parler parce que je crois que il faut aussi, je veux dire, sortir de la polémique et voir comment, en fait, il serait possible de sortir de ce qui est encore une fois une tragédie. Moi, il me semble qu'on est maintenant dans une situation où il est absolument indispensable qu'il y ait une force internationale qui soit présente sur le terrain. Le président Poroshenko l'a réclamé. Elle l'est déjà dans une certaine mesure, puisque c'est l'OSCE qui, sous l'égide de laquelle ont été négociés les premiers accords et qui est à la tête de ce groupe de contact qui gère tout cela. Mais clairement, ça ne suffit pas. Et donc, il faut qu'il y ait une force internationale de maintien de la paix. Enfin, une mission policière de l'Union, comme le souhaite le président Poroshenko. C'est ce qu'a dit le président Poroshenko. D'autre part, il est absolument indispensable que la frontière russo-ukrainienne soit contrôlée. Tant que la frontière russo-ukrainienne ne sera pas contrôlée, eh bien, les affaires ne s'arrangeront pas. Parce que, jusqu'à maintenant, si les accords de cessez-le-feu n'ont pas été respectés, c'est parce que cette frontière est une passoire et qu'elle n'est contrôlée par personne en dehors des forces russes. Donc ça me paraît un point qui est extrêmement important. Et le troisième point, c'est que nous soulignons tout à l'heure le discours qui était celui de Monsieur Poutine et des dirigeants russes en règle générale. Il faut obtenir des dirigeants russes qu'ils sortent de cette position de déni systématique, alors que tout le monde sait, c'est vraiment avéré le rôle qu'ils jouent sur le terrain, et c'est absurde de continuer à le nier. Donc, si la Russie n'a aucune influence, Pierre Laurin, est-ce qu'on peut imaginer de nouvelles sanctions ? C'est apparemment ce qui semble faire infléchir le président Vladimir Poutine. Non, je ne pense pas que les sanctions aient une capacité d'infléchissement. Ça commence à peser sur l'économie russe. Oui, mais ça, ce n'est pas... vous savez, je crois que la Russie en a vu d'autres depuis très longtemps, que l'économie en pâtisse, c'est vrai. Ça veut dire que malgré les sanctions, les forces rebelles peuvent continuer à avancer dans les régions séparatistes. On rejette sans cesse la faute sur les rebelles. Effectivement, il y a une tragédie. Il y a une tragédie terrible. Vous savez, il y a plus de 5000 morts. Mais ce qu'on oublie de dire, de 5000 morts civiles, parce que l'ONU ne comptabilise que les morts civiles. Ce que l'on oublie de dire, c'est que l'immense majorité, 90% de ces morts, c'est dans les villes de Donetsk et de Lugansk, dans les villes qui sont normalement tenues par les rebelles. Ce sont les forces ukrainiennes qui bombardent. Ça pose une nouvelle fois la question du statut de ces villes-là et de ces républiques-là. On reproche à Bachar el-Assad de bombarder ces populations, ce pourquoi on arme son opposition. Et là, nous avons un gouvernement qui est censé être démocratique et légitime, qui bombarde ces populations, qui bombarde des hôpitaux, des maternités, des maisons de retraite, des écoles, et à chaque fois, il y a des morts et des morts et des morts. On dit qu'il y a 1 200 000 réfugiés. Oui, c'est vrai, c'est terrible. Effectivement, 1 200 000 réfugiés qui sont partis, qui ont abandonné tout pour fuir les combats. Et où ils sont allés? 830 000 sont en Russie en ce moment. Si la Russie était réellement l'agresseur, pourquoi ils iraient fuir chez celui qui les attaque? Là, je crois qu'il y a une incompréhension totale, vraiment, de la situation. Anne de Tinguy, votre réponse en 30 secondes. Je crois qu'il ne faut pas renverser la situation, et bien sûr, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Je voudrais terminer en disant que le coût de cette tragédie est terrible pour l'Ukraine, elle est terrible pour la Russie, elle est terrible pour l'Union européenne et pour l'Europe en règle générale. Et en fait, la politique que mène la Russie en Ukraine est d'autant moins compréhensible qu'elle va à l'encontre de ses intérêts. La Russie
Russie a peut-être gagné la Crimée, mais cette Crimée, ça va lui coûter extrêmement cher parce que à la fois la Crimée et le Donbass, elle a perdu l'Ukraine et elle a suscité des inquiétudes qui sont extrêmement fortes dans les États de l'espace post-soviétique, parmi ses partenaires européens et occidentaux en règle générale. En bref, elle est très isolée aujourd'hui. Merci Anne de Tinguy, professeur à l'INALCO, chercheur au CERI, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, et l'avenir nous dira bien sûr ce qu'il en est de ce cessez-le-feu conclu donc il y a une semaine à Minsk. Merci Pierre Laurin, journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie. J'ajoute que vous publiez prochainement un ouvrage, L'Ukraine entre deux destins. Dans 30 secondes, un nouveau point sur l'info sur RFI.